Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo sur le mapping concurrentiel. Alors pour commencer, le mapping concurrentiel, qu'est-ce que c'est? Alors pour faire simple, le mapping concurrentiel, c'est un outil qui permet de montrer visuellement, en utilisant une échelle de valeur très simple, comment se situe votre produit ou service par rapport à votre compétition. Le but du mapping concurrentiel, ça va être de vérifier que vous êtes bien meilleur que vos concurrents, là où c'est important pour vos clients. Et donc de vérifier que vous avez bien une place à prendre sur le marché. Et pour faire ça, on va justement se focaliser sur les deux priorités principales de vos clients. Alors, si vous posez la question de comment est-ce que vous pouvez être meilleur qu'une entreprise qui a 100 fois ou 1000 fois plus de ressources que vous, ou alors si vous posez la question de pourquoi est-ce qu'il faut se focaliser uniquement à ce stade sur les deux priorités principales de vos clients, alors je vous invite à revoir la vidéo sur comment mesurer sa proposition de valeur. Mais pour faire simple, ce que vous devez retenir, c'est que pour avoir un réel avantage compétitif et donc une réelle place à prendre en fait sur le marché, il vous suffit entre guillemets d'être le meilleur dans les deux aspects les plus importants pour vos clients. Et je vous explique ça tout de suite. Alors en fait, en tant que client, on a tous deux grandes priorités vis-à-vis d'un produit ou d'un service. Par exemple, je viens de m'acheter un nouveau casque audio et mes deux priorités, donc ce qui a fait pencher la balance pour ce casque-ci plutôt qu'un autre, c'est le confort et la réduction de bruit. Parce qu'avant tout, mon but avec ce casque, en fait, c'est de pouvoir travailler pendant de longues heures avec sans être dérangé. Alors, bien évidemment, quand je vous dis qu'il faut se focaliser sur les deux priorités principales de vos clients, ça ne veut pas dire que les autres fonctionnalités ou les autres aspects de votre produit ou service doivent être mauvais. Un produit ou un service, c'est un ensemble. Par exemple, je ne vais pas acheter un casque très confortable si derrière le prix est beaucoup plus élevé que ses concurrents ou si la qualité sonore est extrêmement mauvaise. C'est un équilibre à avoir. Il faut réussir à créer un avantage concurrentiel sans pour autant se tirer une balle dans le pied. Et c'est justement là où ça devient vraiment hyper intéressant pour une startup. Parce qu'en tant que client, en fait, on va accepter de se sacrifier ou de faire des compromis sur d'autres critères moins importants pour obtenir un produit ou un service qui adresse mieux nos deux grandes priorités. Par exemple, si je prends un vol avec Ryanair, je vais accepter d'avoir moins de confort et une expérience moins agréable que par exemple avec Air France pour avoir un vol qui pour le coup est moins cher. Et donc il y a un compromis qui est fait. Sauf que l'erreur qu'on voit les entrepreneurs faire tout le temps, c'est de vouloir lancer Ryanair tout en ayant en même temps un meilleur service que Air France. Bref, être meilleur dans tous les aspects possibles et imaginables. Mais donc en fait, on fait l'erreur de penser qu'il faut être meilleur partout pour avoir des clients. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça marche. La preuve, Ryanair fonctionne très bien, malgré qu'ils sont loin d'être les meilleurs dans tous les aspects de leur service. Et c'est justement là où c'est hyper intéressant, parce que si les deux grandes priorités de vos clients sont mieux adressées par votre solution, alors vous aurez des clients. Et ça, même si vous devez faire des compromis sur certains aspects de votre produit ou service. Donc surtout, et j'insiste, n'essayez pas d'être le meilleur partout, parce que c'est impossible au démarrage. Toutes les startups suivent la même logique. Elles ont toutes à leur début un ou deux aspects où elles sont meilleures que leurs concurrents, ce qui leur permet d'acquérir leurs premiers clients et puis d'ensuite continuer à se développer et capitaliser sur ces avantages. Petit rappel, très logique mais hyper important, Facebook, Uber, Amazon, etc., ils étaient très loin d'être ce qu'ils sont aujourd'hui quand ils ont démarré leur entreprise. Par exemple, à la base, commander un Uber coûtait presque 2 fois plus cher qu'un taxi normal et permettait juste en fait de commander un taxi via une application sans avoir tout le suivi et les avantages que l'application offre aujourd'hui. Pareil pour Tesla qui à la base coûtait beaucoup plus cher, avait une autonomie bien plus restreinte, mais ça les a pas empêchés de vendre des premières voitures et d'ensuite se développer et s'implémenter comme on le connaît aujourd'hui. D'ailleurs justement, un petit conseil hyper important que je vous donne, c'est justement de prendre le temps de faire cet exercice, d'aller trouver les deux éléments marquants qui ont permis aux grosses entreprises d'aujourd'hui, comme Facebook, Airbnb, Tesla, etc., de se démarquer à leur début. Très souvent, les gens ont tendance à faire l'erreur de penser à ce qu'offre aujourd'hui comme valeur un Airbnb ou un Tesla, et en fait, ils pensent ensuite qu'ils doivent faire pareil. Sauf qu'ils oublient qu'en fait, au démarrage, ces startups, elles se sont démarquées avec une proposition de valeur qui était bien plus faible. Et si ça a marché pour eux comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous comme ça aussi. Et donc c'est là où c'est vraiment hyper intéressant et d'ailleurs aussi plutôt rassurant d'aller voir la première version des grosses startups d'aujourd'hui parce que ça va vous permettre de faire sauter certaines barrières mentales que vous avez peut-être vis-à-vis de votre premier produit. Ça va vous permettre de réaliser qu'il ne faut pas qu'il soit parfait. Parce que souvenez-vous, mais Facebook par exemple, à la base c'était juste un simple site pour noter qui étaient les filles les plus attirantes du campus de Harvard. C'est tout, point barre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un début à tout. En fait, le plus difficile, c'est de commencer quelque part et d'accepter que c'est un processus d'amélioration continue. Et donc, il ne faut pas avoir peur de lancer un produit qui n'est pas parfait au début. Bon,
Maintenant que cette partie importante est claire, rentrons dans le cœur du sujet. Comment est-ce qu'on fait un bon mapping concurrentiel? Alors, pour faire un bon mapping concurrentiel, la première étape, c'est logiquement d'identifier les deux priorités les plus importantes pour vos clients. Alors, bien évidemment, ces deux priorités, c'est pas vous qui allez les inventer. Elles doivent venir directement de ce que vous ont dit vos futurs clients. Donc, c'est très important, mais si vous n'avez pas ces deux priorités en tête maintenant, alors prenez le temps d'aller sonder vos futurs clients parce que c'est hyper important que ces deux axes soient hyper clairs dans votre tête. Parce que c'est là où vous allez vous focaliser dessus et c'est ça qui va faire votre différence. D'ailleurs, j'insiste vraiment sur le fait que ça doit être maximum deux axes parce qu'encore une fois, par pitié, ne soyez pas cette startup que j'ai au téléphone tous les jours qui veut tout faire mais en fait qui finit par ne rien faire de bien. Focalisez-vous, ayez une proposition de valeur hyper claire. Soit vous êtes le plus rapide, soit vous êtes le moins cher du marché, mais essayez pas d'être tout en même temps, parce que ça marche juste pas. Vous aurez tout le temps après pour créer de la valeur sur les autres axes, une fois que vous serez déjà bien implémenté sur votre marché et que vous aurez les bonnes métriques pour aller lever des fonds et vous développer plus. Bon, et du coup maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait un bon mapping concurrentiel? Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, on commence tout d'abord avec un tableau avec une échelle de valeur très simple qui va de faible à fort avec les deux priorités principales de nos clients. La première étape qu'on va faire, c'est qu'on va aller évaluer et rechercher qui sont nos concurrents pour savoir ensuite comment ils se situent par rapport à nos deux priorités. Par exemple, dans le cas de Tesla, on a mis comme priorité l'autonomie électrique et le self-driving, donc la voiture autonome, en deuxième priorité. Du coup, on va ensuite aller analyser objectivement comment se situent les concurrents de Tesla par rapport à ces deux priorités. Alors, dans le cas de Tesla, on a mis les concurrents suivants, Porsche, Toyota, etc., comme vous pouvez le voir sur le graphique. Et comme vous pouvez le voir, il y a des concurrents qui sont assez bons dans l'autonomie électrique d'un côté, donc en haut à droite. Et puis il y en a d'autres comme une startup de Google, donc le logo W, qui sont assez bons en termes de self-driving et du coup qui se situent en haut à gauche. Sauf que comme vous pouvez le voir, il n'y en a aucun qui sont bons dans les deux priorités et donc Tesla a objectivement une super position sur le marché. Alors petite parenthèse, mais le mapping concurrentiel que je vous montre là à l'instant à l'écran, il a été pensé pour les startups à leur début, donc à ce stade, et donc il n'est pas fait pour comparer des grosses entreprises comme Tesla aujourd'hui, où il faudrait bien évidemment un mapping beaucoup plus complexe et plus multidimensionnel pour être vraiment très précis. Mais simplement, le but du mapping que je vous montre, c'est vraiment juste de simplement illustrer les deux axes où vous allez réellement créer de la valeur et vous différencier par rapport à vos concurrents. Autre petite parenthèse, dans certains cas, vous pouvez aussi utiliser ce deuxième mapping concurrentiel, mais celui-là plus dans un pitch deck où le but ça va être d'illustrer simplement comment vous vous positionnez par rapport à votre compétition dans le cas où vous avez un terrain concurrentiel qui est assez complexe à comprendre et donc il faut parfois avoir plusieurs dimensions. Bon, maintenant fermons la parenthèse et revenons à notre graphique. Alors, notre but avec ce graphique, ça va être de vous situer en haut à droite du graphe, comme dans le cas de Tesla, parce que ça veut dire que vous allez être meilleur que vos concurrents là où c'est important pour vos clients. Et c'est ça qu'on recherche quand on lance une startup. Mais alors, bien évidemment, il va falloir que vous fassiez cet exercice de la manière la plus objective possible, comme ceux des autres étapes d'ailleurs. Parce que le but de cet exercice, c'est vraiment de venir vérifier que votre solution a une réelle place à prendre sur le marché. Et donc l'objectif, c'est pas de venir vous leurrer en vous mettant directement en haut à droite sans vraiment vérifier que c'est le cas et juste en disant que vous êtes meilleur. Le but, c'est vraiment de vérifier que c'est un intérêt de lancer votre startup. Si on imagine qu'en faisant cet exercice, vous trouvez que votre startup ne se situe pas dans le cadran supérieur droit du graphe, et ben c'est pas grave. Ça veut juste dire que vous avez encore besoin de travailler sur votre idée pour qu'elle soit vraiment prête commercialement. Bon, et du coup, maintenant, la grande question qui se pose, c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour bien évaluer les solutions de vos concurrents par rapport à la vôtre tout en restant un maximum objectif. La première méthode, c'est qu'il faut que vous déterminiez qui sont les clients cibles et les priorités de vos concurrents. Parce que forcément, si vos concurrents ont une cible et des priorités différentes de la vôtre, alors vous avez de grandes chances d'avoir une place sur le marché vu que vous n'allez pas adresser les mêmes personnes ni les mêmes objectifs. Donc concrètement, ce que vous devez faire, c'est vous poser la question de quelles sont les priorités de mes concurrents, donc là où ils mettent l'accent et quels sont leurs clients cibles ou leurs personas. À partir de ça, vous pourrez déterminer dans quelle mesure vos concurrents remplissent les besoins de vos clients par rapport à vos deux priorités. D'ailleurs, petit tips, mais généralement, vous allez pouvoir trouver les priorités de vos concurrents directement sur leur site internet ou dans leur publicité, parce que toutes les entreprises mettent en avant leurs priorités et leur focus dans leurs arguments marketing pour que les clients justement puissent s'identifier. Par exemple, sur le site de Ryanair, on comprend directement que leur priorité, c'est la quantité de vols à des prix imbattables. Pareil, si on prend l'exemple d'Orange, leurs deux priorités, c'est la qualité du réseau et la grande disponibilité de ce réseau.
donc un positionnement assez premium. Du coup, à partir de ça, c'est assez facile de comprendre en quoi le positionnement de Free, par exemple, est hyper pertinent pour d'autres clients. Alors, une fois que vous avez identifié les priorités de vos concurrents, la question que vous allez sûrement vous poser, c'est comment est-ce que vous devez les positionner sur votre mapping concurrentiel les uns par rapport aux autres. Et là, j'avoue que pour le coup, la réponse, c'est que ça va être un peu au pifomètre, si je puis dire. Par exemple, si vous lancez Ryanair, savoir si Air France est mieux positionné sur votre graphe que par exemple Lufthansa, au final, on s'en fiche un peu parce que c'est des concurrents assez indirects. Donc comment vous les positionnez exactement, c'est pas très important. Mais par contre, ce qui est important, c'est surtout de savoir comment EasyJet & Co, donc les autres entreprises aériennes pas chères, comment elles se positionnent par rapport à vous, étant donné que là, c'est de la compétition beaucoup plus directe. Après, ça n'a pas besoin toujours d'être au pifomètre, ça peut être aussi parfois très factuel. Par exemple, dans le cas Tesla, chaque entreprise annonce généralement l'autonomie électrique de son véhicule, et donc à partir de ça, c'est assez facile de savoir comment les situer les uns par rapport aux autres parce que c'est factuel. Mais encore une fois, ça n'a pas besoin d'être hyper précis. Le tout, c'est que ça doit être une bonne indication du marché et de si vous avez une place dedans. Bon, et sinon, une autre méthode possible, c'est de demander à des clients potentiels d'évaluer de 1 à 10 à quel point vos concurrents sont bons ou pas dans vos deux priorités. Et en fonction de leurs notes, ça sera assez facile de les placer sur le graphe. Bon, et puis maintenant, une autre question importante, c'est comment est-ce que vous savez où vous vous situez sur le graphique. Surtout que pour l'instant, vous avez très probablement pas encore de produits ou de services, et donc c'est pas facile de savoir où vous mettre vraiment. Et du coup là aussi c'est encore une fois un petit peu au pifomètre. Mais si vous analysez bien la compétition et ce qu'ils font, vous devriez déjà avoir une idée assez précise de comment votre produit ou service se situe par rapport à ce que eux ils font. D'ailleurs, normalement, vous avez déjà mesuré votre proposition de valeur dans les étapes précédentes, donc vous pouvez comparer sur une base de chiffres assez précise. Et puis surtout, vous connaissez votre équipe, vos compétences, votre budget. Vous pouvez estimer ou faire estimer le coût de développement de votre idée. Vous pouvez aussi faire des estimations de ce que vous allez pouvoir lever comme fonds et ensuite voir si vous êtes en mesure de créer votre solution et de comment vous pouvez la situer. Bref, tout ça, ça va être un travail d'estimation, mais toutes les startups à leur début ont besoin de faire des estimations, ça fait partie du jeu. Donc le tout, c'est vraiment juste de faire des estimations qui sont réalistes et que vous pouvez vraiment atteindre. Bon, et puis la dernière question qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas de compétition ou si vous n'en trouvez pas? Alors ça, c'est une question qui revient un peu plus rarement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, dans la très grande majorité des cas, s'il y a un marché, c'est qu'il y a des concurrents. En fait, la concurrence, ça peut tout simplement être résumé par ce que vos clients font aujourd'hui quand ils essayent d'adresser leurs besoins. Alors bien évidemment, c'est possible qu'ils répondent très mal à leurs besoins ou que ça soit fait de manière très indirecte, mais dans ces cas-là, tant mieux parce que ça veut dire que vous n'avez pas une compétition qui est très forte et qui est très ancrée dans le marché. Par contre, l'autre option, c'est que vos clients y répondent pas du tout, mais alors dans ces cas-là, c'est que c'est pas forcément un besoin très important pour eux. Sinon, ils essaieraient de faire quelque chose pour y répondre. Personne n'a un besoin important et reste là planté sur le marché sans rien faire pour y répondre. Après, c'est également possible que vous créiez un tout nouveau marché, et dans ces cas-là, s'il n'y a pas encore de compétition, il faut juste que vous vous prépariez parce qu'il va y en avoir très rapidement. Parce que personne reste seul sur un marché avec du potentiel, donc vous serez de toute manière confronté à la problématique de la compétition plus vite que vous ne le pensez. Par contre, à noter également que c'est beaucoup plus rare de créer un tout nouveau marché et c'est généralement aussi beaucoup plus difficile parce que vous devez créer un nouveau besoin chez vos clients et ça, c'est vraiment pas facile à faire. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme donner un livre à quelqu'un qui ne sait pas lire. Et bah bon courage pour lui donner envie d'en acheter un autre. Quand on lance un nouveau marché, il y a vraiment tout un processus d'éducation du client sur le nouveau besoin qu'on est en train de créer. Mais donc j'insiste bien sur le fait qu'il y a pratiquement toujours un concurrent, même si parfois il est très indirect, mais c'est vraiment très rare de créer un tout nouveau marché. D'ailleurs, quand on parle de concurrence, beaucoup oublient cette notion de concurrence indirecte. Par exemple, qui sont les concurrents de YouTube? Eh bien, les concurrents de YouTube, c'est pas juste un Vimeo ou un Dailymotion, c'est aussi un Netflix, un Facebook, un TikTok, ou bien même un Amazon avec un Kindle ou un Audible par exemple. Alors je vous cite des noms comme un TikTok ou comme Amazon, donc ça va vous paraître très bizarre, mais la raison c'est qu'en fait, le temps que vous allez passer à vous divertir ailleurs que sur YouTube, eh ben, c'est une perte de revenus potentiels pour eux, vu qu'ils sont sur un modèle à la publicité, et donc c'est une forme de concurrence en soi. Chaque film que vous regardez sur Netflix, c'est potentiellement une vidéo que vous ne regardez pas sur YouTube, et donc une perte de revenus. Donc il y a clairement une concurrence, même si elle est indirecte. Bon alors, pour récapituler, pour faire un bon mapping concurrentiel, vous avez besoin de premièrement connaître les deux priorités de vos clients, pour ensuite quantifier votre valeur ajoutée sur votre marché par rapport à votre concurrence, ce qui va vous permettre de vérifier que vous avez bien une place à prendre sur le marché. Voilà, maintenant qu'on a vu comment faire un bon mapping concurrentiel, c'est à vous de jouer. Bon courage et n'oubliez pas qu'on a des experts dans les ressources pour vous aider si vous en avez besoin.